Bienvenue dans Les Irritables, le podcast qui parle enfin de votre ventre, sans détour, sans tabou et avec simplicité. Ici, on parle sans filtre de ventre gonflé, de douleurs souvent incomprises, de transit capricieux, bref de tous ces signes que votre corps vous envoie et qu'on vous a peut-être appris à ignorer. Je m'appelle Sabrina Massy, je suis nutrithérapeute et naturopathe fonctionnelle spécialisée dans l'accompagnement du syndrome de l'intestin irritable. J'ai créé ce podcast pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe dans votre ventre, vous apporter des clés concrètes et surtout vous faire sentir moins seul. À chaque épisode, je vous guide à travers les causes, les solutions, les erreurs à éviter et parfois même des témoignages. Parce que parler de ce qu'on vit, c'est déjà avancer. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler d'un mot un peu barbare qui circule de plus en plus sur les réseaux et dans les cabinets de certains thérapeutes et qui pourrait bien être une pièce importante du puzzle quand on souffre du syndrome de l'intestin irritable. On va parler du SIBO. SIBO, c'est l'acronyme anglais pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth, qu'on peut traduire en français par prolifération bactérienne de l'intestin grêle. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut savoir que notre microbiote intestinal est composé de milliards de micro-organismes, notamment des bactéries, mais aussi des champignons, des virus, des levures et des archées, se trouvant principalement dans le côlon. Dans l'intestin grêle, en revanche, la présence bactérienne est normalement très faible. Mais dans certaines conditions, qu'on va explorer juste après, ces bactéries deviennent anormalement nombreuses dans l'intestin grêle. Or, ces micro-organismes se nourrissent de ce qu'on mange et lorsqu'elles fermentent les résidus alimentaires, elles produisent des gaz. En fait, elles pètent, tout simplement. Et c'est justement cette fermentation excessive qui entraîne les ballonnements, les douleurs, les troubles du transit, bref, les ennuis commencent à ce moment-là. Alors, pourquoi ça nous concerne ? On estime aujourd'hui que 20 à 30% des personnes qui ont un syndrome de l'intestin irritable pourraient en réalité souffrir d'un SIBO, et très souvent sans le savoir. Et forcément, les symptômes se ressemblent beaucoup. Ballonnement, ventre qui gonfle tout au long de la journée. Généralement, en fait, les personnes qui souffrent de SIBO, elles ont un ventre à peu près plat le matin et tout au long de la journée, ils gonflent jusqu'à avoir un ventre de femme enceinte à la fin de la journée. Des gaz, des crampes, des troubles du transit, diarrhée, constipation ou même les deux en alternance, des nausées. C'est pour ça que parfois, c'est pas juste un S2I, et d'où le titre de cet épisode, et si c'était le SIBO. On dit souvent qu'il existe plusieurs SIBO. En réalité, c'est plutôt qu'il existe 3 configurations et qui donnent des symptômes un peu différents en fonction déjà de quel type de gaz est expiré et si c'est des bactéries ou des archées qui sont en grand nombre. La première configuration, c'est le SIBO hydrogène. Le SIBO H2. C'est la forme la plus connue, elle provoque souvent des diarrhées, des crampes, des ballonnements et des gaz fréquents. Vous mangez et très vite, le ventre gonfle avant même que vous finissiez votre assiette. Ça, c'est le SIBO hydrogène. Même s'il n'y a pas de règle absolue, vous pouvez très bien ne pas avoir diarrhée mais uniquement des gaz et aussi inversement. Le SIBO peut aussi totalement passer inaperçu avec très peu de symptômes ou avec des signes qui n'ont a priori aucun lien alors que si, comme la rosacée qui est une maladie inflammatoire chronique de la peau, principalement du visage, qui se manifeste par des rougeurs, des petits vaisseaux visibles, des boutons et parfois une sensation de brûlure. Il y a une étude italienne de 2008 qui a trouvé que plus de 50% des patients avec rosacée avaient un SIBO. Donc si vous souffrez de rosacée ou autre d'ailleurs, ça peut être de l'acné ou de l'eczéma par exemple, ça peut valoir le coup d'investiguer du côté des intestins car c'est très souvent lié. La deuxième configuration, c'est l'IMO, anciennement appelé SIBO au méthane. Alors IMO signifie Intestinal Methanogene Overgrowth. Donc avant ça s'appelait SIBO, mais en fait on s'est rendu compte que c'était pas des bactéries qui étaient responsables du SIBO, donc à méthane, qui relarguaient du méthane, c'était des méthanogènes. Donc c'est des archées. Les symptômes ici sont plutôt côté constipation, éructation, donc des rots, reflux, nausées et parfois ballonnements douloureux. Et la troisième configuration, c'est le SIBO hydrogène sulfureux, le SIBO H2S, ou on peut l'appeler aussi l'ISO. Plus récent, souvent sous-diagnostiqué, je vous expliquerai aussi après pourquoi. On parle ici de gaz à sulfure, donc c'est du soufre. Il existe 2 configurations dans cette même configuration. Le H2S n'a pas un effet unique.
donc en petite quantité de sulfure expiré, il peut accélérer le transit et donner de la diarrhée. Et là, on parle alors de diarrhée explosive et très malodorante avec urgence. C'est comme ça aussi qu'on peut reconnaître un SIBO H2S. Mais en trop grande quantité, devient toxique et peut au contraire ralentir la digestion jusqu'à provoquer une constipation sévère. C'est pour ça qu'on peut avoir les deux tableaux cliniques très différents avec un seul et même gaz. Et les symptômes sont assez particuliers. Gaz très odorant, genre odeur d'œuf pourri, donc on parle du soufre, donc forcément ça sent l'œuf pourri. Éructation fréquente, des reflux, douleurs abdominales intenses. Alors c'est des douleurs beaucoup plus fortes que les autres SIBO. C'est des douleurs très 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 intenses dans le SIBO H2S. Sensation d'inflammation, parfois une gêne au niveau du pancréas. Bon, jusque-là, on parle de symptômes digestifs, mais en réalité, ça ne s'arrête pas là. Quand ce type de prolifération s'installe, le corps trinque à plusieurs niveaux et notamment causer des carences. D'abord, les carences en vitamines liposolubles, donc vitamines A, D, E, K. Ces vitamines ont besoin de graisse et de bile pour être bien absorbées. On les appelle liposolubles parce que se dissolvent dans les graisses. Or, en cas de SIBO, les bactéries peuvent dégrader les sels biliaires qui aident à digérer les graisses, ce qui gêne l'absorption des graisses et donc celle de ces vitamines. Résultat, même si vous mangez suffisamment de bonnes graisses ou de vitamines A, D ou K, vous pouvez être carencé car l'absorption ne se fait pas bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est comme ça que j'ai très vite suspecté chez moi un SIBO. J'étais en carence de vitamine D, alors je m'acharnais sur les doses en supplémentation. Alors bien sûr, ça aurait pu être autre chose, mais vu que je connaissais les autres symptômes, j'ai très vite fait le lien. On peut être aussi en carence en fer. Les bactéries du SIBO se nourrissent aussi du fer que vous consommez. Et en plus, l'inflammation intestinale chronique qui accompagne souvent le SIBO peut réduire l'absorption du fer. Résultat, fatigue, essoufflement, teint pâle, perte de cheveux, les signes typiques d'un manque de fer. Carence en vitamine B12 aussi, la vitamine B12 elle est particulièrement fragile dans ce contexte. Certaines bactéries présentes en excès dans le grêle utilisent la B12 pour elles-mêmes. D'autres fabriquent même des analogues de la B12, appelés pseudo-B12, qui ressemblent à la vraie B12, mais sont inutilisables par l'organisme. Donc même si vous avez des apports corrects, votre corps peut ne pas en bénéficier correctement. Ça peut causer aussi une altération du leaky gut ou hyperperméabilité intestinale. La muqueuse devient poreuse, laissant passer des substances qui ne devraient pas passer, avec des conséquences inflammatoires, immunitaires, etc. Il y a aussi une perte d'activité enzymatique, donc digestion plus laborieuse, intolérances qui apparaissent, notamment la baisse de la DAO. DAO, diamine oxydase, c'est une enzyme qui permet de dégrader l'histamine. Donc plus de réaction à l'histamine, dérèglement du CMM. Alors le CMM, c'est quoi encore ce truc? Le CMM, complexe moteur migrant ou complexe migrant moteur, je sais jamais dans quel sens il faut le dire, c'est un réflexe naturel qui agit entre les repas, comme un grand nettoyage de l'intestin grêle. D'ailleurs, on l'appelle aussi la chasse d'eau de l'intestin grêle et elle est tirée environ toutes les 90 minutes pour faire descendre les résidus vers le côlon, censé faire le ménage entre les repas. Mais cette chasse d'eau, elle fonctionne uniquement si on est à jeun, d'où l'intérêt de ne pas grignoter entre les repas, car on ne laisse pas ce CMM faire son job qui est de tout nettoyer. Donc bien laisser, je crois que le CMM se déclenche au bout de 4 heures. Donc voilà, d'où l'intérêt de ne pas grignoter sans arrêt dans la journée. Et quand ce mécanisme est ralenti ou bloqué, ça favorise la stagnation et donc la prolifération bactérienne. Et quelles sont les causes du SIBO? Le SIBO, ce n'est jamais là par hasard. Parmi les principales causes, on retrouve tout d'abord une intoxication alimentaire. C'est la cause la plus fréquente qui entraîne un déséquilibre du système nerveux digestif via un mécanisme immunitaire complexe et altère fortement justement ce CMM. Une hypothyroïdie, on en retrouve énormément des hypothyroïdies chez les SIBO. Un diabète aussi, une baisse des sécrétions digestives comme une hypochloridrie, donc pas assez d'acide dans l'estomac. L'acide dans l'estomac, il permet aussi de tout nettoyer, donc forcément si on n'a pas d'acide, c'est pas aseptisé, il risque une prolifération des bactéries, une dysbiose, donc une rupture de l'équilibre des bactéries dans les intestins, dans le microbiote, un déficit immunitaire, un stress chronique, des chirurgies abdominales,
D'ailleurs, pendant très longtemps, on a cru que le SIBO était que chez les personnes qui avaient subi une chirurgie abdominale. Bon, finalement, on a creusé, on a trouvé plein d'autres causes, dont surtout l'intoxication alimentaire. Ça peut concerner aussi les MICI. Les MICI, donc maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Malheureusement, on peut aussi retrouver derrière ces maladies aussi le SIBO, ce qui est très compliqué aussi diagnostiquer le SIBO parce que les symptômes sont très similaires à ce type de maladie et peuvent être confondus, donc très compliqué à retrouver le SIBO chez les MICI. L'endométriose aussi, qui peut perturber la motilité digestive. Des causes iatrogènes, donc liées aux médicaments. Tout d'abord les IPP. Les IPP, donc c'est les inhibiteurs de pompe à protons. C'est tous les médicaments qui finissent en zol, donc oméprazole, esoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, etc. C'est justement pour réduire l'acidité de l'estomac, on en a parlé, qui peut causer ensuite une hypochloridrie. Les antibiotiques, les antispasmodiques, les opioïdes, tout ça peuvent causer aussi le SIBO. Pour l'IMO, les causes sont sensiblement les mêmes, mais pas forcément associées au SIBO. La constipation est souvent un facteur aggravant. Et pour l'ISO, donc H2S, il semblerait que ce soit favorisé par une alimentation ultra transformée, type Western Diet. C'est un mode alimentaire riche en sucres raffinés, graisses saturées, produits ultra transformés, sel et protéines animales, mais pauvres en fibres, fruits, légumes et nutriments essentiels. Une diète pauvre en FODMAPs menée trop longtemps, alors ça c'est quelque chose que je vois malheureusement très souvent. Des personnes qui ont un S2I, voire même un SIBO à hydrogène, qui ne se font pas accompagner et qui entendent parler du régime low FODMAP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le régime low FODMAP, c'est un régime qui consiste à réduire fortement les aliments fermentescibles et de les réintroduire étape par étape. Donc elles tentent, et forcément elles se sentent beaucoup mieux, sauf qu'il y a personne qui leur a expliqué qu'il faut réintégrer les FODMAPs. Donc elles restent comme ça, et des fois pendant des mois, voire des années parfois, ce régime ne doit jamais être fait pour durer. Le régime low FODMAP devrait au maximum durer 6 semaines, pas plus de 6 semaines. Sinon on s'expose à des risques, et notamment développer un SIBO H2S. Des antibiotiques répétés, ou encore aussi une intoxication alimentaire ancienne comme dans le SIBO à hydrogène. Encore une fois, le stress n'est pas la cause principale du SIBO ou de S2I, mais c'est clairement un catalyseur, il aggrave les symptômes, perturbe la digestion, ralentit le CMM et déséquilibre l'axe intestin-cerveau. Donc oui, travailler sur le stress, ce n'est pas du luxe, c'est même une des clés de la reconstruction. Alors maintenant, comment savoir si on a un SIBO ? Le test qui est aujourd'hui le plus fiable est le test respiratoire, car le gaz expiré par la bouche est le même qui se trouve dans l'intestin. Il existe quelques CHU en France qui le proposent, même si je recommande pas forcément, car très souvent ils sont très peu formés à l'interprétation des résultats, et c'est comme ça qu'on se retrouve malheureusement encore avec des faux négatifs. Donc ce que je conseille, ce sont plutôt des laboratoires spécialisés, il y en a quelques-uns en France qui le font, Paris, à Nice, chez Synlab. Généralement, je conseille celui de Marseille, je sais parce que je l'ai testé personnellement, c'est le laboratoire Alphabio. Si vous n'êtes pas de la région, n'allez pas là-bas exprès, ils peuvent vous livrer le kit à domicile, moi c'est ce que j'ai fait, via le site internet eBiot, et vous pouvez faire le test vous-même à la maison. Il y a quand même quelques consignes à respecter avant de faire le test, comme par exemple ne pas prendre d'antibiotiques 1 mois avant, et il y a aussi un régime très strict à faire 24 heures voire 48 heures avant suivant vos symptômes. Le kit est fourni avec un sucre, soit le glucose, soit le lactulose que vous devez ingérer avant le deuxième souffle. Je vous conseille de choisir le test au lactulose, sauf si diabète évidemment, si grosse diarrhée, parce que ça peut empirer les diarrhées. Il est plus fiable pour mettre en évidence l'IMO, donc le méthane, et justement je ne sais pas si c'est tous les CHU, mais il me semble qu'ils testent uniquement glucose, à vérifier. Alors parfois on se retrouve aussi avec des personnes qui sont reparties de l'hôpital en leur disant que tout était bon et il n'y avait pas de SIBO. Alors oui, il n'y a pas de SIBO, mais la personne avait un IMO. Donc mon avis est plutôt choisir le lactulose en labo spécialisé si le choix est possible, encore une fois.
L'avantage quand même avec le CHU, c'est que la prise en charge est totale, alors qu'il faut compter une centaine d'euros pour la commande du kit qui peut quand même être partiellement remboursé par la sécurité sociale, à condition bien sûr d'avoir une ordonnance de votre médecin. Alors là, j'ai évoqué le diagnostic uniquement du SIBO à hydrogène et l'IMO sans mentionner le SIBO H2S. Tout simplement parce qu'on ne peut pas encore le mettre en évidence via un test respiratoire, du moins en France et pour l'instant, car il est en place aux États-Unis et ne devrait pas tarder à arriver en France. C'est d'ailleurs peut-être une question de quelques mois. En attendant, il y a l'analyse du microbiote qui peut aider à le diagnostiquer ou tout simplement grâce aux symptômes de la personne. Si la personne elle a fait le test SIBO hydrogène et le méthane, et alors qu'elle a tous les symptômes du SIBO, peut-être penser au SIBO H2S si elle rejoint aussi les symptômes du SIBO H2S. Voilà, je pense avoir tout dit, du moins l'essentiel, sur le lien entre le S2I et le SIBO. Ah oui, aussi ce que j'ai pas dit, c'est que tout à l'heure je parlais des 3 configurations, donc SIBO à hydrogène, IMO et ISO. On peut se retrouver avec 2 configurations, voire les 3 configurations en même temps. En résumé, donc le SIBO, c'est pas une mode, c'est un vrai déséquilibre fonctionnel, souvent caché derrière un diagnostic de S2I. Il y a plusieurs types, donc on a vu, avec des symptômes variés. Il y a des conséquences réelles sur l'absorption des nutriments et la santé globale. Et il est multifactoriel, ce qui rend l'accompagnement indispensable pour éviter les récidives. Si cet épisode vous a parlé, pensez à vous abonner, à partager ou en parler autour de vous, mais surtout laissez un avis, c'est très important pour que le podcast se fasse connaître au plus grand nombre. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Les Héritables. À très bientôt.